Bienvenue dans le podcast AWS en français live à Las Vegas pour le dernier épisode de la semaine, celui du vendredi. Cette semaine, on parlera des annonces autour du Generative AI et de l'intelligence artificielle avec Tiffany. Bonjour, bienvenue. On est à Las Vegas, on est dans un superbe studio, un espèce de container. Je vous mettrai des images sur les réseaux sociaux, vous verrez ça, pour enregistrer cet épisode du vendredi. Un récap par jour pendant 5 jours à Las Vegas. La conférence AWS re:Invent, vous le savez si vous avez écouté les autres épisodes, c'est la conférence client d'AWS, celle où on fait les grandes annonces, on donne le ton en gros du cloud pour l'année qui vient. Et cette année, on n'a pas été déçus. Il y a des annonces, ça pleut, mais alors partout, avec un grand thème quand même, celui du Generative AI, l'intelligence artificielle générative. Et c'est ton sujet à toi, Tiffany. Tiffany Souter, Developer Advocate. Merci d'être là, Tiffany, pour la première fois dans le podcast AWS en français. Je crois que c'est la toute première fois que tu es là. Et j'essaierai de t'inviter plus souvent, parce qu'on a des tas de choses. Merci beaucoup pour l'invitation. Ouais. Je suis très contente d'être là. Alors, c'est ton deuxième re:Invent. C'était quoi ta semaine, toi? C'est très busy. 3 sessions pour parler en conférence, 2 workshops à animer, le Dev Lounge, enfin beaucoup de choses où il faut être présent pour pouvoir parler avec tout le monde, répondre aux questions, notamment en Generative AI, puisque on a beaucoup de questions là-dessus. Il y a beaucoup de clients qui sont très intéressés pour intégrer ces solutions-là chez eux. Donc voilà, c'était très intéressant et des discussions ultra riches. Donc voilà, exténué de re:Invent. Allez, courage. Demain, on reprend l'avion. Cet après-midi, on reprend l'avion. Et on va pouvoir récupérer et puis digérer aussi toutes ces annonces. Alors, vous avez peut-être vu passer plein d'annonces sur un sujet qui s'appelle Amazon Q. Amazon Q, c'est quoi, en gros? Amazon Q, c'est un peu le... assistant. Un assistant de Generative AI, mais pour un peu tout, en fait, on va le retrouver plus ou moins dans un peu tout dans tous les services de AWS. Si tu veux, quand tu vas rentrer sur ta console, tu vas voir Q. Ce sera un assistant qui sera là pour t'aider. Tu pourras lui poser n'importe quelle question sur n'importe quel service. Et d'ailleurs, en vrai, c'était un peu ce qui manquait sur la console, parce que très honnêtement, moi ça fait 1 an maintenant que je travaille chez AWS, mais la rampe, la learning curve au début, elle est quand même très steep, et il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a beaucoup de services, on sait pas trop où donner de la tête, et je pense que ça va énormément améliorer en fait l'expérience utilisateur sur la console, de pouvoir être capable de poser des questions qui sont assez ciblées et de pouvoir être capable de trouver la bonne information sans avoir à chercher pendant des heures dans la documentation. Sur Stack Overflow, sur Repost, etc. Exactement. Donc c'est très cool, Amazon Q, mais c'est aussi, donc c'est pas que ça. C'est aussi intégré dans les environnements de développement. Donc à côté de Code Whisperer, on aura aussi Amazon Q, où on pourra poser des questions par rapport au code, demander par exemple comment fonctionne c'est un certain bloc de code que par exemple tu te rappelles pas, ou c'est du legacy, ou tu vois, ça fait un moment et tu l'as pas très bien commenté, ou des choses comme ça. Je sélectionne mon code, explique-moi ça, et on a une explication en langage naturel. Exactement. D'un morceau de code, donc, ou des suggestions également. Donc là aussi, ton assistant pour coder, ton pair programming assistant pour de vrai, là, pour le coup, avec une vraie discussion que tu vas régler. Code Whisperer, tu vois, avant Q, c'était plutôt, il te propose des blocs de code au fur et à mesure que tu avances, que tu progresses dans ton code. Mais là, tu pourras carrément avoir une conversation donc avec Q. Donc avec un contexte, il se souvient de la question précédente. Exactement. Le contexte, c'est le fichier ouvert aussi, donc tu peux avoir des réponses qui sont pertinentes par rapport au fichier que tu es en train. Ça affine tout, ouais. Oui, moi j'ai vu du Q dans d'autres choses aussi, dans Redshift, je crois que ça a été annoncé mercredi, on en a déjà parlé dans ce podcast, mais le pouvoir dire faire des analyses pour les business analysts et générer du SQL, c'est un peu magique la première fois que j'ai essayé ça. Ouais. C'est waouh. Et puis il y a aussi des features qui vont être très cool, comme l'upgrade de code.
Donc là, ça marche avec Java. Donc si par exemple, tu as du code qui est version 7, 8 et puis 8 ou 11 et que tu veux l'upgrader version 17, et ben tu vas pouvoir grâce à Amazon Q faire des mises à jour comme ça de ton code, c'est quand même... Ça, c'est une tâche qui prend pas mal de temps pour les développeurs. C'est passé d'un code base Java 8 à la dernière version, je sais pas, Java 17 ou 20. C'est pas les tâches les plus intéressantes. Et non. Mais c'est nécessaire parce que les librairies qu'on utilise, etc., doivent être, sont souvent upgradées, ne supportent plus les anciennes versions de Java ou les middleware. Exactement. Etc. Donc ça, c'est pour Java. Et puis, peut-être bientôt, en tout cas, ça a été annoncé bientôt .NET aussi. Ouais, donc .NET n'est pas encore disponible maintenant. Non, mais pour une fois, on préannonce quelque chose. Donc on peut dire ça va venir pour .NET également. Ça s'appelle Amazon Q Code. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller mettre du generative AI. C'est large language model que tout le monde voit depuis un peu plus d'un an maintenant, qui sont mainstream. On en parle dans la presse, mon papa et ma maman en parlent, donc c'est que c'est vraiment mainstream à ce moment-là. Mais les mettre, les entraîner spécifiquement sur des choses AWS et les mettre à votre service à vous pour que vous soyez plus productif finalement. Aider à aller plus vite. Un des trucs que j'ai vu dans la console, c'est toujours basé sur le large language model, la capacité de générer une ligne de commande. Si je fais clic dans la console, quelle est la CLI correspondante? Ça fait des années qu'on demande ça. Et ça va être super utile aussi pour les gens qui font de l'automatisation, des scripts. Exactement. Et aussi, quelque chose que moi m'a beaucoup plu dans les annonces, c'est le fait de pouvoir les customiser. De pouvoir customiser ces IA-là, parce que on s'en est bien rendu compte aussi sur la dernière année, parce que ça fait, quand j'y repense, l'annonce des IA génératives grand public, c'était l'année dernière. C'est juste il y a un an. Juste il y a un an, ouais. Et ça fait un an qu'on en discute. Mais c'est un peu plus avec Dali et des choses comme ça. C'était à reInvent, je me rappelle que OpenAI a lancé officiellement ChatGPT. Exactement. Donc c'est assez fou. Et au début, on était tous, hallucinés, mais on s'est vite rendu compte quand même qu'il y avait des limites. Par rapport notamment à des use cases très précis ou par exemple au fait que parfois ces IA-là pouvaient halluciner des réponses. Donc quand on parle d'hallucination, en fait, c'est que l'IA, si tu veux, elle va essayer de te donner la réponse la plus probable, mais parfois cette réponse-là n'est pas factuellement vraie. Elle est probable. Syntaxiquement, c'est une belle phrase, mais c'est pas du tout. Et elle pourrait te donner une information avec une certitude absolue. Pourtant, c'est pas la bonne information. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir customiser ces IA-là dans ton business ou dans ton use case, pour que elles soient pertinentes et qu'elles ne fassent pas ces erreurs d'hallucination-là et qu'elles soient sûres de leur source. Et du coup, c'est ce qui va se passer aussi avec Amazon Q. Ouais. C'est que dans ton entreprise, tu seras capable bientôt, au sein de ton entreprise, de te créer ton assistant de chatbot qui aura toute la connaissance, si tu veux, nécessaire dans ton entreprise pour pouvoir t'assister au mieux dans ton use case, dans ton entreprise, au sein de... Et entraîner ou customiser avec des données qui sont a priori tes données d'entreprise, donc qui sont confidentielles, que le langage de base, que le large language model de base, le modèle de fondation, n'avait jamais vu avant. Oui. Donc ça s'appelle Amazon Q générique, on va dire, le Q. Il y a de l'Amazon Q partout, mais donc l'idée là, c'est vraiment de créer un chatbot d'enterprise en utilisant cette technologie de large language model, mais avec des données complémentaires qui viennent de votre entreprise et qui sont uniquement accessibles à vos employés dans la sécurité de votre compte AWS où les données sont cloisonnées, ne sortent pas de votre compte, de votre VPC, etc. Amazon Q, un truc qui m'a impressionné dans Amazon Q, c'est la liste de connecteurs avec plus de 20, j'ai en tête 27, mais je ne veux pas dire de bêtises, 20 connecteurs, plus de 20 connecteurs avec des choses comme Alfresco, Confluence, Dropbox, tu as noté Gmail. Oui, Gmail. Est-ce qu'il va pouvoir... J'ai pas encore essayé. Je pense qu'on va pouvoir aller lire nos mailbox Jira, Google Drive,
Salesforce, ServiceNow, Slack. C'est notre collègue Anche qui a écrit le blog post. Allez lire son blog post, je vous mets évidemment le lien dans les notes du podcast, parce qu'elle vous montre comment créer un chat d'entreprise à partir de documents qui sont sur un bucket S3. Il y a un crawler web également, parce qu'on s'est dit, tiens, on va faire un chatbot sur les AWS News Blogs, puisqu'il y a plus de 4000 blogs depuis 17 ans. Et j'ai vu aussi que tu pouvais l'intégrer sur Slack. Et on peut intégrer en tant que client Slack pour faire un dialogue dans Slack directement, ce qui est assez impressionnant. Ce qui m'épate avec ces outils-là, c'est que ce sont des outils qui permettent à des développeurs de faire des choses puissance 10. Et je me demande toujours, mais qu'est-ce que vous allez construire avec ça ? Dites-le nous, envoyez-nous des feedbacks sur les réseaux sociaux, sur les LinkedIn, sur X, etc. Pour nous montrer ce que vous allez construire avec ça. Tout ça, c'est... Amazon Q en général, c'est basé sur la technologie Generative AI. Generative AI, c'est des large language models. Ces modèles, ils doivent être hostés quelque part. Il faut pouvoir y accéder. Il y a un service qui est managé qui permet de faire ça, qui s'appelle Bedrock. Oui. Est-ce que tu as vu des nouveautés dans Bedrock également ? Oui, Bedrock, moi, c'est un outil qui m'est très cher. J'aime beaucoup ce service-là. En fait, si tu veux, c'est un framework qui te permet d'avoir à disposition des modèles de fondation, seulement très facilement accessibles avec une simple API. Et tu peux rajouter ce qu'on appelle des RAG, avec donc des Retrieval Augmented Generation. Exactement. Donc, en gros, la technique, c'est d'aller mettre à côté de la question qu'on envoie au Large Language Model, du contexte, des documents, des knowledge bases, etc., des knowledge bases, pour que le Large Language Model sache de quoi il parle. Ouais, exactement. Il y a un parallèle que Mike Chambers fait que j'aime bien, c'est le parallèle du stagiaire. En fait, un modèle de fondation, si tu veux, c'est un peu comme un stagiaire qui vient de sortir de l'école, il est fraîchement diplômé, si tu veux, puis il arrive dans ton entreprise, mais il connaît rien encore à ton business, à ton use case. C'est son day one, si tu veux. Il vient juste de commencer. Et donc, c'est quelqu'un de très compétent, très intelligent, et il sait faire plein de trucs, mais il va pas pouvoir te répondre spécifiquement à certaines questions de ton use case. Et donc, en fait, le RAG, c'est un peu, si tu veux, le livret d'accueil que tu lui donnes ou le document d'onboarding que tu lui donnes pour qu'il comprenne un peu tout ce qui se passe dans ton entreprise, ce qui fait un truc qui va lui donner le contexte, si tu veux. Et en fait, tu lui donnes à disposition et avec ça, donc ça c'est la knowledge base, c'est le RAG. Ce que tu vas pouvoir faire après, c'est demander des choses à son stagiaire et lui il va être capable de, non seulement il est compétent, mais en plus pouvoir retrouver des informations qui sont pertinentes par rapport à la tâche que tu lui demandes dans cette knowledge base et répondre de façon pertinente, et efficace et forcément factuellement vraie, puisque en fait il va vérifier ses sources. Et donc c'est ce qu'on peut faire avec les RAG aussi, c'est très cool, c'est que quand il te donne une réponse, tu peux lui demander la source. Tu peux retrouver la source de l'information dans ta knowledge base. Et ça, c'est très important pour les discussions qu'on a comme ça avec des LLM, parce que parfois, il te dit une réponse et tu doutes. Mais lui, il doute pas. Là, il t'a dit de façon d'aplomb. Et c'est là, tu le regardes aux yeux, tu fais non, mais elle est où l'info? Et là, il pourra te la retrouver. Donc ça, c'est très très cool. Des agents aussi sur Bedrock. Je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer avec des agents. J'ai joué avec les agents. C'est très impressionnant, puisqu'en fait, les agents, si tu veux, c'est un peu les orchestrateurs dans l'ombre qui vont discuter avec le LLM pour toi, pour pouvoir faire une espèce de cascade d'événements, si tu veux, qui va permettre de répondre efficacement à la question. Donc en fait, les agents, si tu veux, ils font du prompt engineering pour toi derrière, dans l'ombre de ton application. Donc pour toi, en fait, quand tu utilises Bedrock, tu as la console, c'est très facile d'utilisation. Et derrière, il se passe quand même beaucoup de choses. Et notamment, donc les agents sont des orchestrateurs et tu peux leur donner aussi des actions. Tu peux leur donner accès à des API et tu peux leur donner des accès. Je peux coder un agent pour aller chercher les cours de la bourse d'aujourd'hui ou un truc comme ça. Exactement. Et en fait, c'est ton LLM. Avant, tu discutais avec lui juste. Et maintenant, avec les agents, tu lui donnes des bras, des mains. C'est-à-dire que tu lui donnes la possibilité de pouvoir
faire des actions. Après, par rapport à la discussion que vous avez eue, si par exemple dans ton application, tu demandes à ton LLM des conseils sur quel serait, je sais pas, le meilleur t-shirt qui irait avec ta corpulence et voilà, par exemple à partir d'une photo, et qu'après il te conseille quelque chose et tu lui dis achète-le. Là, il va pouvoir passer la commande pour toi. Si tu as un agent capable d'acheter, si tu as l'API qui va bien. Un truc qui m'étonne, et je n'ai pas encore touché beaucoup et programmé des agents moi-même, mais vu mon background en IT et les dizaines d'années d'expérience, quand on me dit agent, moi je pense API, et donc il faut une API ou un SPI, un Service Provider Interface. Je dois implémenter une API pour que Bedrock soit capable de m'appeler, moi agent. Oui. Et là, non. C'est juste du natural language. Tu dis, voilà, c'est un agent qui est capable de faire ça, ça, ça. Ouais. Il sera appelé, il va récupérer l'information. C'est très intéressant de voir comment... Et c'est une autre façon de penser le code. Hein. Et je pense que c'est pour ça que c'est assez compliqué de faire le switch aujourd'hui par rapport à des façons de développer classiques. Et même pour le debug du code. Mais je voulais pas dire ça. C'est moi qui l'ai dit. Mais même pour débugger ton code, en fait, aujourd'hui, c'est marrant parce que pour Reinvent, on a créé une démo avec François Bautruche. Et en fait, pour débugger le code, t'es obligé de regarder la trace. Et en fait, la trace, c'est quoi? C'est l'historique, si tu veux, de la conversation que l'agent a eue avec le LLM. Et en fait, tu peux lire ces conversations en plain English. C'est sûr. Et tu vois la discussion qu'il y a eu, tu vois le prompt qui a été ingénéré par l'agent en toutes lettres. Et ce que l'agent a répondu. Et parfois, du coup, tu vois que l'agent répond, par exemple, « Ok, mais pour répondre à cette question, j'ai besoin de ça. » Et du coup, l'agent va lui chercher l'information. Et puis après, il lui renvoie l'information avec « Donc, voilà la query avec ce que tu as demandé comme information en plus. » Et du coup, il y a cette espèce de conversation qui se fait entre les agents. Mais c'est vrai que toi, derrière, t'as pas tout programmé. En fait, c'est ça. Si je reviens à mon bête exemple, les cours de la bourse, c'est un appel HTTPS, je reçois un JSON, et après, j'en fais quoi? En tant que programmeur, je veux dire, si je fais un agent, je retourne quoi au large language model? Je retourne un texte, je retourne le JSON brut, ça marche comment? En fait, ce que tu fais au début, c'est que quand tu vas programmer, si tu veux, ton agent, tu vas juste lui dire en texte très précisément quel est son rôle, ce qu'il doit faire, l'output qu'il faut qu'il te rende, et en général ce que tu vas lui poser comme question, et tu vas lui donner comme ça toute une liste de spécifications de ce qu'il doit faire, du comportement qu'il doit avoir et comment il doit exécuter les choses. Et en fonction de ce que toi t'as dit, lui après il va déterminer tout seul les actions qu'il doit faire. Voilà. Et c'est ça qui est assez incroyable, je trouve, dans cette technologie-là, c'est que du coup, une fois que tu as donné ce set-là d'instructions, il est capable de trouver, si tu veux, la suite logique des prompts qu'il doit donner au LLM pour ensuite pouvoir faire les bonnes actions qui vont avec. Ça reste magique. Reviens. On va faire, je crois que janvier, on va se caler à une date, François, toi et moi, et on va se faire un épisode sur les agents et spécifiquement... oui, parce qu'on pourra en parler. Moi, je pourrais en parler des heures. Non, mais d'un point de vue développeur, ou d'un développeur traditionnel qui pense API, REST, JSON, en quoi ça change, comment ça marche, et on va prendre un exemple très concret. Regardez ça. Ouais. Donc, on prend l'agenda, on se bloque ça pour dans les semaines qui viennent, début de l'année 2024. Merci Tiffany d'avoir fait un tour dans le beau studio qu'on a aujourd'hui à Reinvent pour ce dernier debrief, celui du vendredi. J'espère que vous avez apprécié ces petits debriefs de 15-20 minutes tous les jours du lundi au vendredi avec nos différents invités. C'est très cool. Merci beaucoup de m'avoir invité. Retour en France. Merci. Et puis on se reverra. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast AWS en français jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'ai pas mon planning, je suis pas dans mes conditions habituelles d'enregistrement, mais de tête, on pourrait bien parler de pub à la demande avec France Télévisions. Je pense que c'est le prochain épisode qui est planifié. Et si c'est pas la semaine prochaine, ça sera très bientôt dans le programme du podcast. Abonnez-vous dans les applications et passez une bonne semaine d'ici là. Quoi que vous codiez, codez-le bien. Outstanding.